Podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, nous sommes en direct du sommet ITSec, le seul sommet dédié à la cybersécurité pour les professionnels TI du Québec. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Legendre, CEO et fondatrice de Viden Analytics. Nous allons parler de comment vos données et l'intelligence artificielle peuvent vous aider à augmenter votre protection en cybersécurité. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Donc, en direct de l'événement cybersécurité, le plus grand événement au Québec, ITSec, organisé par nos amis de chez Devolution. J'ai le plaisir d'être avec Sarah Legendre-Bilodeau, qui est CEO et fondatrice de Viden Analytics. Donc, Sarah, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Très bien, je viens de donner ma conférence donc sur le sujet de la donnée puis de l'intelligence artificielle. Donc très en forme. Donc on est à chaud dans le sujet, ça va être parfait pour s'entretenir ensemble et enregistrer ce podcast-là. Donc on va traiter vraiment de comment vos données et l'intelligence artificielle peuvent vous aider pour augmenter votre protection. Je pense que vous êtes des experts dans le domaine de la donnée, beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc je suis super emballé aujourd'hui de pouvoir enregistrer ce podcast-là avec toi. Donc je propose qu'on tombe directement dans le sujet. Parle-nous un petit peu comment que ça peut s'aligner tout ça, là, protection, cybersécurité, intelligence artificielle et les données. Oui, ben en fait, c'est intimement lié, hein, la donnée, l'intelligence artificielle puis la cybersécurité. D'abord, cybersécurité, nécessairement, tout se passe dans le numérique. En fait, tout laisse des traces. Donc, ces traces-là, c'est de la donnée qui peut potentiellement être exploitée pour le mieux, dans le fond, peut-être d'un point de vue préventif, d'un point de vue compréhension, mais ensuite pour anticiper, prédire, puis même accompagner, coacher, par exemple, des employés dans des organisations pour leur permettre d'être plus résilients puis plus capables de faire face à des potentielles attaques. Donc, la donnée partout. Et est-ce que, de ton point de vue à toi, la donnée est plus utile pour essayer de prévenir ou d'essayer de nous donner des signaux comme quoi qu'il se passe quelque chose, ou les deux côtés? Les deux, mais pour moi, puis c'est comme dans tous les domaines, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comprendre c'est quoi qui amène, par exemple, à un incident de cybersécurité avant d'être capable d'être plus proactif, puis d'anticiper, puis de prédire. Fait que pour moi, le volet compréhension, explicabilité du phénomène est super important. Fait que c'est sûr que en intelligence artificielle, là, souvent on dit on utilise les données du passé pour éventuellement prédire le futur. Mais en fait, on utilise aussi les données du passé pour comprendre comment ça s'est passé puis éventuellement avoir une meilleure connaissance. Donc, c'est vraiment de part et d'autre là, pour moi. Ouais. Et dans le cadre d'un développement logiciel sur mesure, d'un SaaS, d'une plateforme, ça serait quoi l'approche que tu conseillerais aux gens pour commencer à réfléchir à cette démarche-là? Est-ce que c'est plus d'éduquer les gens? Est-ce que c'est d'installer des logiciels spécialisés avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est de mieux structurer sa donnée? Comment qu'on approche une démarche là, pour tenter de se sécuriser? Pour intégrer ça, là, par exemple, dans une plateforme, tout ça, c'est sûr que moi, j'aime bien l'approche des petits pas. Donc, d'abord, de commencer avec des approches simples, mais qui vont donner certains bons résultats. Puis, tu sais, pour ça, pour de la donnée, par exemple, dans un contexte de cybersécurité, il y a toutes sortes d'approches statistiques qui peuvent être très pertinentes. Fait qu'ici, évidemment, statistiques, ça existe depuis super longtemps. Hein? Ça, c'est pas né en même temps que l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est une grosse part du domaine de l'intelligence artificielle. Puis il y a des très bonnes approches statistiques de base là qui permettent d'avoir une bonne compréhension des patterns là, qui vont être utilisés, par exemple, par
les cyberattaquants qui vont engendrer des incidents. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est de l'analyse d'abord. Puis ensuite, quand on veut, par exemple, créer une plateforme ou de déployer quelque chose, pour moi, c'est d'avoir tellement une bonne connaissance que là, on arrive à utiliser des approches plus raffinées qui vont donner des meilleurs résultats qu'on va pouvoir encapsuler, par exemple, dans des API là, qui vont pouvoir être commercialisés, par exemple, ou rendus disponibles via des SaaS. Ouais. Et si on essaie de mettre ça peut-être dans un exemple concret, là, est-ce que tu as des cas de figure que vous avez soit accompagné ou que tu as vu dans l'industrie, là, qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place, que ça a levé des alertes et là, il y a eu une action qui a été prise, vous avez peut-être évité une attaque? Je serais curieux qu'on puisse imaginer peut-être ça. Oui, en fait, j'ai presque le goût de donner un exemple sur un sujet bien plus vieux que le sujet de la cybersécurité, mais qui est super mature, qui est la gestion de risque de crédit. Les banques, avant de décider de prêter, d'octroyer un produit de crédit comme une carte de crédit ou un prêt auto, tout ça, font des analyses pour savoir si par exemple on va faire défaut de paiement dans 30 jours, dans 1 an, puis si on aurait dû prêter aujourd'hui ou pas. OK, pour moi, c'est la même chose. OK, donc ce qu'on a fait beaucoup dans le domaine bancaire puis financier, c'est de développer des modèles prédictifs pour le défaut de paiement. Puis ça, on met ça en API, puis après ça, ça génère des alertes, tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose en cybersécurité. La gestion de la fraude au niveau des cartes de crédit, c'est la même chose. Il y a des alertes qui sont émises, puis en fait, l'alerte dit pas oui, il y a une fraude ou oui, c'est passé quelque chose, mais plus on a suspicion de. Puis ça, c'est super important. Fait que pour moi, c'est comme l'ancêtre de ça, c'est un petit peu la gestion de risque de crédit qui utilisait beaucoup historiquement le prédictif, puis qui a été vraiment encapsulé là dans des applications, puis qui est très mature là en termes d'utilisation de l'IA pour au bénéfice de la gestion de risque. Après ça, au niveau des cartes de crédit, ça aussi. Puis maintenant, cybersécurité, on fait la même chose. On analyse il y a des patterns qui sont analysés, qui sont rapprochés à des patterns similaires du passé qui vont avoir été identifiés comme un incident. Puis en fait, à cause de ce rapprochement-là, il y a un qui part, puis un humain est avisé, si on veut. Donc cet élément-là, puis c'est un bel exemple que tu apportes. Ça existe depuis longtemps, de dire on va prendre la donnée pour tenter de prédire un petit peu le risque de défaut ou le risque de problème de sécurité, ou du moins il y a quelque chose de suspect au bout de la ligne. Là, on vient de mettre de l'intelligence artificielle par-dessus ça pour accélérer peut-être la compréhension, d'aller chercher les petites subtilités à ce moment-là dans la donnée. Fait que c'est vraiment intéressant. Est-ce que quelqu'un qui voudrait aller plus loin là-dedans, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit choisir des outils à venir implanter dans son système de données? Quelle serait la démarche là, pour essayer d'explorer un peu plus loin et essayer de couvrir son risque de cybersécurité? Oui, pour moi, il y a comme 2 approches qu'on peut prendre. OK, une première justement qui est de regarder c'est quoi les outils disponibles. Puis maintenant les grands fournisseurs cloud, ils sont prêts, ils ont des outils là qu'ils ont développés pour au bénéfice de toutes les entreprises qui peuvent être mobilisées. Pour moi, c'est un bon accélérateur souvent d'utiliser ce genre d'outils-là déjà disponibles dans des solutions cloud parce que ça accélère beaucoup, c'est déjà là. Maintenant, c'est généraliste. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ça répond à mon besoin actuellement? Est-ce que la performance que ça apporte est suffisante? Si oui, parfait, parce que en fait, on paye une licence puis on n'a pas eu à le développer soi-même. Sinon, on peut ajouter une couche supplémentaire par-dessus de personnalisation au contexte, par exemple de l'industrie ou de l'entreprise là qui va capitaliser un petit peu sur qu'est-ce que je dirais la bonne solution généraliste. Puis après ça, amener une petite couche de personnalisation là-dessus. Fait que ça, c'est comme un bon chemin, je pense. On peut prendre aussi l'option tout de suite d'explorer nous-mêmes nos données puis d'y aller avec, je dirais, des approches qui peuvent être d'abord de la statistique, puis ensuite quand on comprend bien qu'est-ce que ça apporte puis c'est quoi la valeur de ça, maintenant on peut aller un peu plus loin. L'intelligence artificielle, en fait, c'est de la statistique, des capacités logicielles des humains, puis tout ça mis au service, par exemple, de
résolution de problèmes d'un point de vue business ou d'un point de vue technologique. Donc, ça existe depuis longtemps, mais on n'avait pas nécessairement les capacités logicielles pour être capable de mobiliser les approches en temps réel ou d'avoir des super belles puissances de calcul. Mais en fait, c'est des approches qui existent depuis longtemps, d'apprentissage automatique, qui ont été raffinées, qui sont meilleures maintenant. Mais pour moi, c'est de commencer à petits pas, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour ensuite je dirais le faire évoluer puis à la plus grande échelle. Ce que j'allais ajouter, c'est que c'est sûr que ça prend beaucoup de données. Fait que si, par exemple, dans notre entreprise, on n'a pas beaucoup de données disponibles pour amener des outils mobilisant l'intelligence artificielle au bénéfice de la cybersécurité, ben là, pour moi, les solutions génériques vont être vraiment super pertinentes parce que nécessairement, les algorithmes ont été entraînés sur de très grandes quantités de données, ce qui est déjà un très bel avantage. C'est vraiment intéressant le point que tu apportes. En utilisant ces outils-là, il y a déjà de l'entraînement qui a été fait sur d'autres enregistrements de données ou d'autres sets de données, excusez-moi l'expression, ce qui fait qu'on bénéficie à ce moment-là de cette expérience-là et apprentissage de ces grands systèmes-là. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est de très bonnes solutions généralistes, c'est que ça utilise de très gros volumes de données. Souvent, les algorithmes vont être bons à peu près partout, mais ils seront pas peut-être exceptionnels dans des situations très pointues. Habituellement, c'est comme ça que ça marche en intelligence artificielle, mais c'est sûr que c'est un accélérateur parce que la donnée, c'est quand même le nerf de la guerre en intelligence artificielle. Et là, pour tous ceux qui nous écoutent, j'entends déjà la question. On parle d'avoir une quantité de données minimale. Est-ce qu'il existe une règle du pouce pour dire c'est quoi la quantité minimale de données que j'ai besoin? Parce que c'est un concept pour tous les entrepreneurs, dirigeants, les gens en technologie. C'est quoi le concept minimal? Je pense qu'il n'y a pas de règle du pouce, malheureusement. Il n'y a pas de règle du pouce, malheureusement. Fait que j'ai pas de recette magique à donner. Par contre, je peux amener quand même plus de précision là-dedans. C'est-à-dire que en cybersécurité, puis je vais dire, malheureusement pour les scientifiques des données, des incidents de cybersécurité, c'est des événements rares. Donc, c'est un défi du domaine. Prédire des événements rares, c'est difficile en intelligence artificielle parce que souvent les algorithmes sont développés pour être bons à peu près tout le temps. Donc, ils vont être super bons à ne pas prédire d'incidents. Fait que nos algorithmes vont être super, mais en fait, ils vont se tromper quand c'est le temps de l'incident. Fait que la quantité de données, ben c'est sûr qu'elle va être définie beaucoup par combien d'occurrences je vais pouvoir avoir eu d'incidents, puis c'est malheureux parce qu'on n'en veut pas d'incidents, mais c'est du point de vue du scientifique des données, on a besoin d'incidents dans nos données pour être capable d'avoir des algorithmes performants. Fait que c'est un petit peu contradictoire, je dirais. Là. Et c'est un bon point parce que l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement pour le moment capable d'être bon dans les exceptions. Le piratage, cybersécurité, quand il y a des incidents, c'est une exception. Et de là, l'importance peut-être d'avoir des données en dehors de nos propres données. Exact. Et là, les outils généralistes peuvent beaucoup aider au bout de la ligne. Là, c'est vraiment intéressant. Oui. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Peut-être qu'on va dérager un petit peu du sujet, mais j'entendais entre autres qu'il commence à avoir des systèmes au niveau sécurité qui permettent de nous authentifier juste de la manière qu'on tape sur le clavier, qu'on bouge la souris, on laisse une empreinte digitale dans un jeu de données à ce moment-là que le système est capable de détecter si c'est nous ou si c'est pas nous. Fait que ça pourrait être le genre de données qui peut être ramassées, la vitesse de déplacement de la souris, les mouvements, la rapidité de taper sur le clavier, le temps entre chacune des lettres qui peuvent être taper selon comment on a positionné nos mains ou comment on est habitué.
Donc, ça peut nous laisser une empreinte digitale, un jeu de données, et là, l'intelligence artificielle pourrait valider est-ce que c'est vraiment nous ou pas, et peut-être de lever à ce moment-là un petit drapeau, dire il y a une problématique là, ça pourrait être... Exactement, je trouve ça super bon comme exemple parce que ça me permet de parler un peu comme la donnée. Souvent, là, typiquement, on va tout le temps penser à des données en ligne puis en colonne comme dans Excel. Mais en fait, la donnée, c'est toute trace possible qu'on peut laisser numérique. C'est énorme, là. Donc, justement, tu sais, comme les délais entre les... Donc, la notion de temporalité est importante ici. Fait que c'est un type de données, mais aussi, par exemple, la façon de positionner les mains, ben c'est là, on rentre plus dans le spatial. Donc, c'est un autre type de données. Donc, ici, vraiment, dans le contexte de la cybersécurité, là, on peut vraiment dire... Il y a quelques années, c'était à la mode de parler de big data, OK? Mais en fait, puis là, on en parle moins parce qu'on parle plus d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est ça le big data, hein? C'est beaucoup dans la variété de données qu'on peut utiliser, puis les différentes sources de données qui sont pas nécessairement des données conventionnelles, la donnée qui est pas nécessairement structurée, qui est un défi pour les scientifiques des données, mais qui amène quand même beaucoup de valeur dans les solutions. Ouais. C'est un très bon point. Je pense que tu as quand même une certaine vue dans l'industrie par rapport à données, cybersécurité, intelligence artificielle. Tu parlais des outils généralistes présentement. Là, j'ai peut-être pas les bons termes, mais des grands de ce monde au niveau peut-être du cloud. Fait qu'on, j'imagine, on parle de Google, Microsoft, Amazon et compagnie. Exact. Est-ce que tu vois une tendance qu'il y en a un qui se démarque plus qu'un autre, ou est-ce que tu vois d'autres solutions ailleurs qui commencent à être vraiment quelque chose qu'il faudrait regarder aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, là? Ben, en fait, il y a beaucoup de startups actuellement là, dans le domaine. On voit que c'est vraiment un domaine qui engage beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir un impact puis qui veulent changer les choses. Fait que ça, je trouve ça très positif. C'est sûr que dans les entreprises, Microsoft a pris beaucoup de place là dernièrement. Moi, je le vois beaucoup chez mes clients. Donc, c'est sûr que c'est facile quand tu as déjà un écosystème dans un certain fournisseur cloud de mobiliser des outils supplémentaires. Puis c'est quand même bien intégré. Fait que c'est sûr que j'irai pas dire que j'ai des préférences, mais plus que je vois que par exemple, justement, les solutions de Microsoft vont être très populaires, là, notamment chez mes clients parce que Microsoft est très présent. Là. Ils ont pris beaucoup le marché. Là. Donc, et surtout avec l'investissement qu'ils ont fait par la porte d'en arrière avec OpenAI, qui OpenAI prend un petit peu le risque de ce qui peut arriver avec l'intelligence artificielle versus Google qui sont plus frileux ou prudents à mettre... Qui était moins prêt aussi, là, même. Ouais. Mais je suis curieux en même temps, puis là, on pourrait s'animer un podcast d'1 heure sur le sujet parce que j'ai la perception que Google est prêt, mais il ne veut pas prendre le risque d'image de marque si jamais ça tourne mal, alors que Microsoft, en ayant OpenAI comme excuse, si jamais ça tourne mal, c'est de la faute d'OpenAI. Je suis curieux de voir si j'ai l'impression qu'ils sont plus prêts qu'on pense. Oui, ben ça, en fait c'est un bon point. C'est comme si on a senti Microsoft associé à OpenAI, mais juste après avoir remarqué que ça marchait. Voilà. C'est ça, fait que c'était quand même une stratégie qui est, je trouve, excellente là de leur part parce que effectivement là, ils ont bien géré leurs risques au niveau du lancement. Et je dirais fonctionner en tant que oui, c'est fonctionnel, mais que ça n'a pas créé de gros dommages éthiques ou de gros dommages ça n'a pas créé de problématiques où ce qu'il y a eu des tournures que, mon Dieu, ça faisait pas de sens. Donc, un coup qu'ils ont vu que c'était correct. Moi, je pense que ça a été très bien testé quand même, là, avec les expériences, là, d'il y a quelques années, là, sur des agents Microsoft ont eu leur leçon. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont eu leur leçon. Fait qu'à mon avis, ils l'ont très bien testé. Puis là, moi, ce que je trouve, c'est que le risque qui est plus chez les autres gros fournisseurs cloud ou les autres gros joueurs sur le marché que maintenant, il y a une course contre la montre là pour sortir la plus récente technologie liée à l'intelligence artificielle ou utilisant l'intelligence artificielle. Puis là, c'est là que je pense qu'il y a un risque que ça soit pas suffisamment testé juste pour avoir le momentum de marché, de ne pas faire que fasse pas tout bien leur devoir. Puis nous autres là, les humains là qui apprenons à naviguer avec ces technologies là, ben on gère pas toujours bien notre risque, on gère pas nos attentes aussi par rapport à ces outils là. Fait que c'est là que je trouve qu'il y a un risque de dérive quand même élevé parce que la gestion de changement elle est énorme actuellement là pour toute l'industrie, puis même au-delà de ça là, tout le monde qui peut bénéficier d'utiliser des outils comme ça de génération de langage, il reste qu'on
On est en pleine gestion de changement. Absolument. Ouais. Et je pense qu'on est dans une grande vague, mais j'ai l'impression que ça va s'accélérer devant nous, là. Ouais. Donc, c'est assez... Oui, ça, on le voit, là. C'est les prochaines années, à mon avis, là, ça sera rien de connu de ce qu'on a vécu les 10 dernières. Ça, c'est certain. Fait que notre capacité d'adaptation, elle est vraiment mise à épreuve, là, si on veut. Effectivement. Puis je voyais un graphique l'autre fois qui était intéressant de toutes les super technologies qui ont arrivé depuis, exemple, 150 ans dans le monde du travail puis du côté humain. On a pensé à, exemple, l'électricité quand c'est arrivé. Il y a eu un cycle d'adoption de peut-être 30, 40, 50 ans parce qu'il y a une infrastructure à déployer dans les rues un peu partout puis qu'il faut qu'il y ait des appareils qui fonctionnent avec ça. Donc, le cycle est très long. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque super technologie qui sort, le cycle, il se raccourcit. Et là, l'intelligence artificielle, on va parler d'un cycle peut-être de 5-10 ans, ce qui, normalement, faudrait prendre peut-être un 30-50 ans pour que l'humanité puis les entreprises s'adaptent. Donc, ça va être une belle vague à surfer pour ceux qui vont le surfer correctement, mais ceux qui ne prendront pas cette vague-là, je pense qu'il va y avoir des changements peut-être trop rapides au bout de la ligne. Là. Oui, tu sais, moi, je pense à, mettons, ma famille, là, mon père, ma mère, tu sais, qu'ils n'ont pas entendu parler de ChatGPT probablement, là. Puis là, dans le fond, ce n'est qu'une première sortie sur vraiment un plus gros nombre là, pour les prochaines années. Puis en fait, ça va nous amener où tout ça? Fait que faut embarquer dans la vague, là. Oui. Effectivement. Puis si l'élément, moi, qui me rattache beaucoup au sujet d'aujourd'hui de cybersécurité, c'est que c'est ce qu'on dit souvent à nos clients là dans toute notre section d'infogérance MSP, même au niveau du développement logiciel, c'est que les organisations criminelles présentement, même depuis quelques années, ont compris que l'argent n'était plus dans la gestion de produits illicites, donc la drogue et tout le reste. L'argent est dans la cybercriminalité. Donc, eux investissent des sommes incroyables en arrière-scène. Et l'intelligence artificielle est maintenant disponible pour eux aussi pour tenter d'aller à leur fin, à leur but final au bout de la ligne. Donc, si vous êtes des dirigeants d'entreprise puis vous nous écoutez puis vous n'êtes pas déjà en mode d'explorer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter votre protection en cybersécurité, ben dites-vous qu'il y a des méchants qui le font présentement là. Tout à fait. Puis le grand défi c'est pour l'intelligence artificielle dans ce contexte-là, c'est que justement les cybercriminels raffinent sans cesse leur façon de faire, les patterns changent constamment. L'intelligence artificielle, on parlait d'événements rares tantôt. L'intelligence artificielle n'est pas très bonne pour capter de la nouveauté. Il faut tout le temps que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait dans le passé. Fait que ça demande quand même beaucoup de créativité puis je dirais on gère tout le temps l'erreur en intelligence artificielle. Tout le temps. Ça se peut pas une solution qui va tout le temps générer des bonnes prédictions. Donc l'erreur, elle peut être quand de détecter un incident futur, de prédire un incident futur alors que finalement c'est normal. Fait que ça c'est un type d'erreur, mais l'erreur elle peut être bien pire, c'est de ne pas détecter un futur incident. Puis en fait, c'est d'être sévère sur ce volet-là au détriment de l'autre. C'est une balance. Donc, c'est ça. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent, OK, quelle serait ma prochaine étape ou quel serait un peu mon plan de match pour essayer d'explorer ça, cybersécurité en lien avec l'intelligence artificielle et mes données? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler un spécialiste ou il faut regarder tout de suite des solutions? Comment tu aborderais cette problématique-là? Oui, bien, n'importe quel entrepreneur qui développe un produit à commercialiser doit se pencher sur le sujet de la cybersécurité, ne serait-ce que pour la protection, pour se conformer à la loi sur la protection des renseignements personnels. Fait que doit s'assurer d'avoir un produit vraiment qui est sécuritaire, tout ça. Pour moi, c'est tout le temps comme de faire attention de bien rester ancré sur son cœur de métier. Fait que si je développe par exemple un produit, une plateforme en finance pour des particuliers, bien je deviendrai pas une compagnie de cybersécurité. Par contre, je me dois d'être parfaite du point de vue de cybersécurité. Fait que pour moi, c'est de rester bien focus sur notre cœur de métier puis d'aller chercher de l'aide aux besoins, soit par une firme, il y a plusieurs firmes spécialisées en cybersécurité, d'ajouter aussi des éléments de protection à l'interne, mais d'être bien conseillé. Puis c'est sûr que des solutions déjà existantes, des fois, ça peut vraiment limiter le risque très rapidement.
Fait que moi, je suis toujours contente quand il y a un nouvel outil qui sort là, généraliste là, qui permet de nous avancer. Je suis toujours contente parce que ça fait avancer le marché puis ça réduit le risque là, à très court terme. Et au niveau des outils, est-ce qu'il y a des outils que tu entends des noms présentement ou des outils avec lesquels vous travaillez qui peut être intéressant que les gens commencent à explorer ou juste d'aller se documenter un petit peu là? Oui, ben tu sais c'est ça. Moi j'ai entendu beaucoup de parler de Microsoft là sur Copilot, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Fait que ça c'est un que j'ai beaucoup entendu parler. Sinon il y a des entreprises québécoises comme StreamScan qui a une belle offre à ce niveau-là. Il y en a d'autres là. Donc pour moi c'est quand même c'est important de faire nos devoirs là, d'aller voir c'est quoi les outils qui vont répondre à notre besoin à nous. Plutôt que d'aller vers la solution que le voisin a choisi. Là. Moi, j'aime bien me faire une tête. Effectivement, c'est surtout de partir de c'est quoi son jeu de données qu'on a, comment qu'on peut à ce moment-là peut-être détecter des choses. Donc, j'imagine chaque solution ça est différente selon l'application qu'on veut faire. Oui, puis selon le risque qu'on a, tu sais, cybersécurité, c'est de la gestion de risque, hein, beaucoup. Fait que pour moi, c'est important de bien quantifier notre risque au départ. Puis c'est sûr que moi, étant quelqu'un de données, mon risque, je vais beaucoup le voir au travers des renseignements personnels, de la donnée critique de l'entreprise, de la donnée critique qui est nécessaire dans un produit. Donc, c'est de bien connaître ce risque-là pour être capable, après ça, d'aller s'outiller de la bonne façon pour régler le plus gros risque en premier. Tu sais, c'est beaucoup, c'est ça. Moi, je parle beaucoup de gestion de risque, mais pour moi, c'est ça, de la cybersécurité. Et d'être conforme aussi, hein, parce qu'il y a des obligations légales présentement dans pas mal toutes les juridictions, mais entre autres au Québec, Canada, là, ça commence à être assez bien ficelé là, sur quoi faut qu'on se conforme. Oui, ben c'est ça. On a la loi, on l'appelle la loi 25, là, la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec, là, où est-ce que on avait déjà une date de conformité là pour des premières étapes l'année dernière en septembre. Là, il y a septembre prochain, c'est quand même plus costaud que ce qui est demandé. Mais en fait, moi je vois ça quand même d'un bon œil. C'est sûr que ça met beaucoup de pression, surtout sur les PME, de mettre des efforts là où il n'y en aurait pas nécessairement mis là, mais voyons-le comme une opportunité de bien se protéger, de bien gérer notre risque, de comprendre, de bien documenter notre donnée, de mettre en place une belle gouvernance. Puis après ça, ça va supporter de toute façon nos ambitions futures de valorisation des données puis d'intelligence artificielle. Fait que voyons-le comme un mal nécessaire, mais qui va nous amener plus loin par la suite. Il y a la loi C-27 aussi là, au fédéral qui va aller beaucoup plus loin que la loi provinciale, qui va même légiférer au niveau des algorithmes, tu sais, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec l'intelligence artificielle, notamment sur la décision 100% automatisée. Là, il va y avoir beaucoup quand même d'impact. Là. Effectivement. Ouais. Ça serait intéressant de faire un épisode juste sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions au bout de la ligne. Très intéressante discussion, Sarah. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter aujourd'hui sur le sujet cybersécurité, données, intelligence artificielle? Non, je pense qu'on a bien couvert le sujet. Ouais. Fantastique. S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent peut-être ouvrir une discussion avec toi, quel est le meilleur moyen de te rejoindre, Sarah? Oui, n'hésitez pas soit à écrire sur le site web de ma compagnie. On prend vraiment tous les messages. Donc, videnceanalytics.com. LinkedIn aussi, là, pour être une bonne façon, même si je suis moins régulière sur mes messages LinkedIn. Puis, surtout, n'hésitez surtout pas là, à poser vos questions. Fantastique. Pour ceux qui nous écoutent, on va mettre dans les notes de l'épisode le lien pour directement la compagnie à Sarah et également le profil LinkedIn si jamais elle nous donne l'autorisation. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup de l'entretien aujourd'hui. Très apprécié. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Voici les éléments principaux que je retiens de ma discussion avec Sarah aujourd'hui. N'importe quel entrepreneur qui développe un produit à commercialiser doit se pencher sur la cybersécurité. Donc, voici quelques conseils. Restez focus sur le cœur de votre métier. Faites en sorte de vous renseigner sur la cybersécurité, mais faites appel à des experts qui vont vous aider à vous conformer et à vous apporter la protection dont vous avez besoin. Cherchez des outils qui répondent à votre besoin, à vous, plutôt que de sélectionner des solutions de protection de votre entourage. Quantifiez bien votre risque au départ afin de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et au traitement de vos données.
La loi 25 également vous exige d'être conforme afin d'éviter des pénalités, alors n'hésitez pas à mettre des efforts là-dessus afin d'anticiper ce qui peut arriver devant nous et surtout d'éviter les problèmes futurs. Voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Nous produisons notre contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou commentaire sur nos plateformes de balado préférées. Donc, si cet épisode vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour le partager et ou vous abonner et ou laisser un commentaire. Donc, je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Vous êtes plusieurs avec qui j'ai la chance de parler chaque semaine sur cette belle plateforme. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind. À la semaine prochaine.